Les connaissances scientifiques sur la douleur ont énormément évolué ces 10 dernières années, mais malheureusement, elles sont encore très peu accessibles au grand public. À travers ces vidéos, notre objectif est de vous offrir l'opportunité d'avoir accès à un condensé d'informations et d'outils scientifiques les plus récents pour gérer vos douleurs. Notre mission est de vous aider à gagner en autonomie dans la gestion de vos douleurs pour retrouver une bonne qualité de vie. Toutes les informations que nous allons vous transmettre ici proviennent du Sommet européen de la douleur de novembre 2021. Et dans ce sommet, les meilleurs chercheurs internationaux de la douleur présentaient chacun les dernières recherches dans leur domaine de prédilection. Les chercheurs ont commencé les sommets en rappelant que la douleur était un phénomène complexe qui pouvait entraîner des souffrances allant au-delà de la douleur physique et qui était donc essentiel de prendre en compte l'ensemble du problème et pas uniquement la douleur. Ce qui implique que les thérapeutes devraient travailler en équipe. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'unir nos forces pour vous présenter deux points de vue complémentaires sur la douleur. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Lucie et Jérémy, psychologues, cliniciennes et kinésithérapeutes spécialisés dans la gestion de la douleur persistante. Alors bien évidemment, les informations que nous partageons ici ne sont qu'un point de vue, celui de la science, et il existe plein d'autres points de vue pour expliquer et gérer les douleurs. Le plus important pour nous, c'est que vous trouviez finalement ce qui vous convient le mieux. Et on vous demande donc de ne prendre que ce qui vous parle et de laisser le reste de côté. Pour rappel, ces échanges ont une visée éducative uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés comme des conseils médicaux personnalisés. Si vous avez des douleurs qui persistent, consultez un professionnel de la santé. Donc aujourd'hui, on va voir que la douleur, elle est toujours réelle et on va voir que si on en arrive au fait d'entendre parfois que la douleur est dans la tête, qu'on a parfois du mal à nous croire quand on a des douleurs, c'est parce que la douleur, en fait, est très compliquée à comprendre pour quelqu'un qui ne la vit pas. Et donc, c'est important d'avoir une bonne communication et de bien comprendre comment fonctionne la douleur. Et donc, Lucia, aujourd'hui, elle va nous expliquer, avec son point de vue de psy, elle va nous expliquer un peu cette difficulté à exprimer la douleur et pour une personne tierce à la comprendre. Voilà, oui, donc comme tu disais, finalement, la communication est et, et les praticiens doivent vraiment être conscients de l'importance de la communication qui est vitale dans cette relation aussi thérapeutique. Donc, pour les patients, afin d'obtenir l'aide dont il a besoin, donc qu'il mérite, le but est de communiquer sa douleur aux autres. En tant que clinicien, on essaie d'évaluer la douleur aussi précisément qu'on peut pour pouvoir faire un traitement et pouvoir l'aider. Et en tant que spécialiste de la douleur, on doit être sûr de ce qu'on évalue, de ce qu'on vraiment on utilise, c'est la douleur. Et ce que ressentent nos patients, c'est vraiment de la douleur. Donc, pour ces trois intervenants, la communication, elle va être vraiment vitale. Mais la douleur chronique n'est pas un processus simple, car il y a plusieurs défis dont il faut être conscient afin de minimiser les risques de faire une mauvaise évaluation de la douleur. Donc, finalement, la douleur est une expérience subjective, comme on le sait bien. Donc, ce qui reste, c'est juste à observer de l'extérieur. Mais c'est vraiment la personne qui souffre de la douleur qui va ressentir cette expérience et c'est à lui aussi de nous en parler. Donc, nous, comme observateurs extérieurs, on va pouvoir évaluer la douleur à travers les manifestations observables, donc les manifestations externes qui peuvent être par exemple une lésion tissulaire, et pas toujours, parce qu'on sait que la douleur n'est pas toujours associée à une lésion tissulaire, donc là il y a une difficulté qui se présente, il n'y a pas toujours lésion associée à une douleur. Par exemple, dans le cas des douleurs du membre fantôme, le membre n'est même plus présent, mais la douleur, elle est bien présente. C'est un des exemples les plus parlants pour comprendre que la douleur ne dépend pas forcément d'une lésion. D'une lésion, exactement. Voilà. Après, on va pouvoir observer par des comportements verbaux. Donc, c'est les patients qui vont nous évaluer l'intensité de sa douleur. On peut lui proposer, indiquez-nous voilà, l'intensité de la douleur que vous ressentez maintenant sur une échelle de 0 à 10, par exemple. Donc, il va dire 8, 6, enfin, peu importe.
Après, on va voir des comportements non verbaux. On peut peut-être ressentir ou voir qu'il y a une douleur par des mimiques, par des changements voilà, des positions. On voit que la personne peut-être fait un geste un peu où elle ressent une douleur. Donc ça, on le voit. Donc ça va être toujours des inférences. Nous, on va voir, mais après, c'est des déductions. Nous, on déduit que la personne a des douleurs. Après, il y a aussi l'imagerie cérébrale où à travers voilà, des tests, on peut voir des modifications des neurones et on peut peut-être arriver à une conclusion comme quoi la personne souffre, non, est en souffrance. Mais voilà, comme je disais, tout ça, ça reste des déductions. Et la méthode d'auto-évaluation verbale, finalement, ça va être la plus utilisée. Oui. La personne, elle va exprimer ses douleurs et nous dire combien il ressent la douleur. Et c'est vraiment ça, c'est une déduction en tant que clinicien, en tant que thérapeute. Voilà. On essaye de trouver des petits indices pour essayer de comprendre ce que vit la personne qui est en face de nous, mais on ne pourra jamais être exactement à la position de l'autre. Voilà. Et la douleur, c'est vraiment quelque chose qui est unique à chacun. C'est une expérience qui est totalement unique en fonction de nos expériences passées de douleur, etc. Mais ce n'est pas parce que cette douleur est unique qu'on est les seuls à vivre avec ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec des douleurs et que ça nous permet aussi de nous entraider et de nous encourager, de nous soutenir. Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont plus avancées sur ce processus de gestion des douleurs, qui peuvent nous aider. Et donc voilà, c'est intéressant aussi de se mettre et de s'entourer avec des personnes qui vivent également avec des douleurs, parce que ça permet d'échanger là-dessus. Je voulais aussi rebondir un peu sur ce que tu disais sur les comportements non verbaux, donc les changements de position, les mimiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui montrent que la douleur dépend de la culture et particulièrement la façon de l'exprimer. Donc par exemple, chez les Asiatiques, globalement, on sait qu'ils expriment beaucoup moins la douleur. Et pourtant, ils vivent leurs douleurs sont plus intenses que les Européens ou les Américains qui, eux, ont tendance à exprimer la douleur plus fortement. Donc, c'est aussi un point important à prendre en compte, c'est qu'en tant que clinicien ou en tant qu'un proche qui vit avec des douleurs, ça va dépendre de la culture. Donc, si on n'a pas la même culture que la personne, parfois, on peut mal interpréter des signaux de l'autre. Par exemple, si je me retrouve avec un Asiatique alors que je ne connais pas du tout sa culture, je pourrais passer à côté de sa douleur, et donc je pourrais avoir l'impression qu'il n'a pas de douleur, alors que lui vit réellement des douleurs et des douleurs qui sont intenses. Donc là, déjà, on voit la difficulté de comprendre si une personne a des douleurs ou pas. Oui, comme tu dis, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. C'est finalement, comme on dit toujours, un construct, enfin, c'est quelque chose de biopsychosocial, non, où il y a des facteurs biologiques, des facteurs psychologiques et sociaux. Et comme tu dis, il va y avoir peut-être aussi des différences par rapport au genre. Et la douleur, les sommes, non, et les sommes, dans la culture un peu générale, les sommes, ils ne montrent pas tellement la douleur, ils ne se plaignaient pas. La douleur, voilà, les femmes, peut-être, on a plus tendance à l'exprimer, parce que c'est culturel en fait. Après, il y a voilà, des personnes qui, dans la famille, ils vont dire non, on ne se plaint jamais. Et là, c'est selon comment on a été élevé aussi. Non, si on a des parents qui se plaignent pour tout, qui pour un petit rien du tout, dès qu'on tombe, waouh, ça fait tout un drame, la personne, elle va grandir en pensant qu'il y a un petit truc, on peut faire tout un tas de choses. Donc, et après, c'est là où on évalue les seuils aussi de la douleur, non, les différents seuils de douleur. Moi, peut-être, mes perces avec je fais un piercing, ça me fait rien du tout. Et une autre personne, c'est les drames total et c'est la plus énorme douleur, non. Donc ça reste vraiment très différencié, non, par rapport à énormément de facteurs qui rentrent en jeu et dont on doit être très conscient et sensible, non, quand on est clinicien ou juste qu'on est face à des personnes qui souffrent de douleurs.
c'est sûr. Ouais, Donc, par exactement. rapport à cette communication des douleurs, il y a des énormes, enfin, des avances, des progrès qui ont été faits dans les 10 dernières années. Et il y a des modèles de communication, des modèles de théorie de communication qui ont été développés pour, voilà, pour comprendre mieux ces douleurs et qui montrent que la relation thérapeutique peut conduire à des meilleurs résultats, non, pour la santé. C'est très important avoir une bonne communication avec les thérapeutes, avec une bonne communication avec la personne soignante. Et cette bonne communication, cette bonne relation, euh, il y a des recherches qui montrent que ça va en faveur, non, du résultat du traitement. Non, c'est très positif. Donc, les modèles de communication sociale de la douleur parlent d'au moins 2 personnes qui rentrent dans cette communication, hein, la personne qui souffre des douleurs et la personne qui va être à l'autre bout, en fait, et qui va recevoir cette expression des douleurs. Donc, la personne, elle va être en expérience, elle va voir l'expérience des douleurs, elle va exprimer cette douleur, et la personne qui est à l'autre bout, bah, elle va décoder cette expression de douleur, et si c'est bien décodé, bah, ça va amener, voilà, si on a décodé, bon, la personne est en souffrance, il y a une douleur, on va déjà établir une connexion et on va arriver à une action, non, on va pouvoir l'aider, on va pouvoir voir avec elle comment on peut faire pour soulager cette douleur. Donc, il y a toujours ces 2 participants minimum, hein, dans la relation Mm. et dans la communication de la douleur, la personne qui souffre et qui exprime ses douleurs et la personne qui reçoit ces messages, qui décode d'une bonne façon ces messages euh, et qui dit, bon, maintenant je vais pouvoir t'aider, on va faire en sorte de comprendre et de faire pour soulager ces douleurs. Mais donc, toutes les différentes étapes doivent se dérouler dans le cadre d'une communication réussie et les différentes influences peuvent avoir un impact sur toutes ces étapes. Ou sur il y a différentes influences qui peuvent avoir un impact sur cette communication, comme par exemple, on disait tout à l'heure, les facteurs biologiques, les facteurs socioculturels, les facteurs psychologiques, la formation de la personne, des soignants, s'il est formé à la douleur ou pas. Un peu aussi les expectatives, les croyances de la personne qui souffre et de la personne qui est en face. Non, des fois, on peut avoir des petits a priori, on peut se dire, oh là là, il exagère, c'est la 3e fois déjà qu'il vient me voir. Moi, peut-être pas très fort. On peut avoir aussi des petits a priori qui peuvent influencer dans cette relation thérapeutique, non, et dans la communication et l'expression de la douleur. Après, les capacités physiques. Une personne qui a perdu les facultés d'expression ou qui est démente, elle ne va pas pouvoir peut-être, elle va pas pouvoir certainement exprimer, non, la douleur. La relation aussi entre la personne qui souffre la douleur et l'autre personne, si c'est par exemple juste un clinicien ou si c'est un conjoint, une personne de la famille. Donc, tous ces facteurs influencent vraiment dans cette communication. Et donc, on doit être vraiment conscient que c'est dans cette relation, enfin, dans cette communication, il y a énormément de facteurs psychologiques, biologiques et sociaux qui rentrent en jeu et on doit voilà, essayer de les comprendre pour minimiser les biais dans l'évaluation de cette douleur. Mm. Donc, tu as des choses à Non, rajouter? c'est hyper intéressant et c'est très clair ce que tu exprimes. Euh, Simplement, pour être un peu plus concret, peut-être, toi, en tant que psychologue clinicienne, comment est-ce que tu conseillerais à un patient de communiquer sur sa douleur auprès d'un thérapeute pour bien se faire comprendre? Pour bien se faire comprendre. Voilà. Bon, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment pour bien se faire comprendre. Des fois, c'est pas tellement. Alors, on doit apprendre aux personnes qui souffrent de la douleur à savoir exprimer la douleur, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de travail à faire du côté des praticiens, du côté des cliniciens, à comprendre comment on doit arriver à comprendre cette douleur et à faire que la personne nous parle de cette douleur. Parce que des fois, voilà, ce qu'on allait parler maintenant, c'est des problèmes d'extigmatisation.
non, de la douleur. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques racontent qu'ils se sentent voilà, comme un peu et, au milieu du système de santé. Ils passent par des conditions un peu complexes, difficiles à comprendre, et ça crée un sentiment de stigmatisation et d'invalidation. Donc, ça mène à une étiquette, non, à un stéréotype externe qui peut avoir un impact interne, non, sur les croyances et les comportements. D'ailleurs, il y a des études montrent qu'il y a nombreuses personnes qui souffrent des fibromyalgies, des douleurs chroniques multiples, qui ont des problèmes, non, d'estime de soi, ou une efficacité perçue moindre, ou qui font beaucoup de catastrophisme, non, et du coup, il est important vraiment de comprendre non seulement les concepts de stigmatisation, mais aussi ce qui contribue à cette stigmatisation. Donc, par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, les plus courants va être les sentiments de ne pas être cru, ou de ne pas être vraiment cru. Donc, voilà, dans la communication avec la personne qui souffre, c'est essentiel de comprendre ce que la personne dit, de comprendre ses douleurs, de croire à la personne. Si déjà la personne vient nous voir avec ses sentiments de toute façon, c'est la 5e personne que je vois, c'est les 6e médecins ou thérapeutes que je vois, et de toute façon, je veux finir comme toujours, à ne pas être cru, à me dire que j'exagère, ou que de toute façon, il n'y a rien sur la radio, ou qu'on m'a traité pour la 20e fois avec 30 traitements, et que je suis encore au même stade. Et donc, il y a vraiment c'est très important de croire la personne, pour aussi minimiser aussi ces sentiments de stigmatisation, non, que la personne souvent souffre. On parle aussi de la douleur chronique comme une condition invisible. La condition invisible qui va aussi augmenter cette stigmatisation. La douleur, on ne la voit pas. On voit quand il y a une fracture, on voit quand il y a dans la douleur aiguë, ça peut être plus visible, puisque des fois, on a une brûlure, on a voilà, quelque chose non, un tissu, non, qui est endommagé. Mais dans dans la douleur chronique, c'est beaucoup plus compliqué, puisque c'est invisible. Donc, d'autant plus qu'il faut encore croire cette personne qui nous dit mais je souffre, mais vraiment, il n'y a rien qui apparaît sur la radio, mais je vous dis que je souffre les martyrs. Et voilà, donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire du côté des cliniciens pour vraiment comprendre que, comme tu disais, la douleur est réelle, que la personne souffre vraiment malgré qu'il n'y a pas voilà, des tissus. Et voilà, on a des choses à faire pour aider la personne à mieux communiquer. Parce que la personne, je pense qu'elle communique, et à un moment donné, c'est dit, bon, de toute façon, ça ne sert à rien, puisqu'on ne me croit plus, puisqu'on me dit que j'exagère, puisqu'on me dit que je ne veux pas faire ci, ou je ne veux pas aller travailler, puisque c'est mieux de rester à la maison. Donc, c'est à nous, je pense, de prendre une perche, et vraiment, avec notre comportement et notre façon de mener l'entretien, et voilà, d'apporter cette, cette compréhension, non, de ces douleurs. Après, une autre chose aussi qui augmente la sensation de stigmatisation, ça peut être que la douleur est très variable. Et la douleur, elle n'est pas toujours stable. Dans le sens où quand on va, par exemple, évaluer la douleur, on leur dit évaluer la douleur, l'intensité de la douleur aujourd'hui, ou en ces moments qu'on se voit sur une échelle de 0 à 10, la personne va peut-être me dire 9, mais peut-être après, elle va rentrer chez elle, elle va faire une sieste, ou elle va peut-être, je ne sais pas, être plus tranquille chez elle, ça va descendre en 7, ça va descendre en 6. Après, les soirs, quand il y a les enfants qui arrivent, qui est vraiment fatigué, les enfants, ça va monter en 10. Donc, c'est vraiment très, très variable. Et cette invariabilité de l'intensité de la douleur, voilà, intensifie aussi cette sensation de stigmatisation, puisque les gens, à la fin, ils se disent, bon, de toute façon, ça change, c'est n'importe quoi, un jour oui, un jour non, dans la même journée, on a 3 intensités différentes, bon, un peu à quoi tu joues, quoi. Ça ne peut pas être possible que ce matin, tu étais à 3 et maintenant, tu me dis que tu es à 7, une demi-heure plus tard. Et voilà, ça crée un peu des espèces d'incrédulité, non, par rapport à cette douleur. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, comme on disait tout à l'heure, les explications biomédicales pas claires, hein, il n'y a pas toujours des lésions, les attentes des autres. On s'est dit, par exemple, bon, on t'a déjà opéré de l'hernie discale, maintenant, tu es bon, au bout d'un mois, tu peux aller travailler
c'est bon, on a réglé les problèmes, tu peux déjà aller travailler. Euh, voilà, donc il va toujours avoir dans la douleur chronique une sous-estimation, une sous-évaluation de cette douleur, non, qui va vraiment mener aux personnes à se sentir euh, stigmatisées en fait. Ouais. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui fonctionne, où on a l'impression qu'il mène une vie totalement normale comme Normal. les autres, et en fait, à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Voilà. Et pour une personne externe, ça peut être très difficile. En tout cas, quelqu'un qui n'est pas formé à la douleur, quelqu'un qui ne comprend pas la douleur chronique, la douleur persistante, ça peut être extrêmement difficile à saisir, parce que c'est invisible, comme tu le disais tout à l'heure. Et juste avant que tu ne continues, je voulais revenir sur cette différence entre douleur aiguë et douleur chronique, parce que parfois on pense que douleur aiguë, c'est des douleurs qui sont très intenses, et douleur chronique, c'est un peu à bas bruit, etc. Non, non, non. La douleur chronique, elle peut être très intense. C'est pas une question d'intensité, c'est vraiment juste une question de durée. La douleur aiguë, elle est de courte durée, donc c'est généralement en dessous de 3 mois. Et la douleur chronique, elle dure plus de 3 à 6 mois. Donc c'est vraiment une question de durée et pas d'intensité. On peut avoir des douleurs chroniques qui sont très intenses. Oui, on peut avoir des douleurs chroniques qui sont beaucoup plus intenses qu'une douleur aiguë. Et là, encore une fois, on revient au seuil, non, des tolérances. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire parce que ça fait 6 mois déjà que tu as mal, ça va faire moins mal. Non, c'est ça. Et ça peut aussi après, il peut avoir des comorbidités, il peut avoir après, on en parlera plus tard aussi, l'effet d'éviter de faire des mouvements ou de faire, ça peut empirer aussi ces douleurs. Donc il y a énormément de choses après qui font que la douleur s'empire. Donc c'est vrai qu'on n'est pas à évaluer, nous, c'est plus ou moins qu'une douleur. C'est la douleur, c'est l'intensité et la douleur, justement la valeur de cette douleur, c'est ce que les patients nous disent, c'est que la personne nous raconte. Donc après, on n'a pas à rentrer dans plus fort, moins fort. Moi à sa place, je ne me plaindrai pas autant. Voilà, c'est là où on doit vraiment être très clair, non, et comprendre que la douleur, c'est vraiment ce que la personne nous raconte et c'est cette valeur qui est là, tout en entier. Et après aussi, par exemple, une autre chose dont je n'ai pas parlé par rapport à cette stigmatisation, c'est l'utilisation des médicaments. Non, la personne qui souffre de douleur chronique, souvent, elle est menée à utiliser beaucoup de médicaments, enfin, ou des médicaments, pas peut-être beaucoup. Et de l'extérieur, on a toujours ces clichés, cette étiquette de la personne qui prend des opioïdes ou sont passés. Et donc, ça crée encore, non, un problème parce que ça stigmatise davantage la personne qui souffre de douleur. Donc, c'est très important pour nous, en tant que thérapeute aussi, de comprendre la valeur que ces médicaments ont pour cette personne, pourquoi elle les prend vraiment et respecter ça et pas rajouter, non, à ce sentiment de stigmatisation. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'en conclusion comme ça, c'est important de reconnaître qu'il y a cette stigmatisation et l'impact, non, sur l'interaction clinicien-patient. Et l'impact que ça peut avoir sur l'expérience de la douleur. Quand on est stigmatisé, quand on ne croit pas dans ce que l'on vit, on nie notre réalité, forcément, on va souffrir beaucoup plus de cette situation. Donc, la douleur n'est pas ça va pas être la seule chose présente. Il va aussi y avoir une souffrance qui sera liée à ça. Par exemple, la souffrance d'un déni, enfin la souffrance de ne pas être cru. Ouais. Tout à fait. Donc, après ça, la question, ça peut être comment on peut, nous, aborder, non, les difficultés de la communication entre les patients et les cliniciens. Pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment en validant l'expérience de la douleur de la personne. Je pense que c'est vraiment l'étape number one, non? Vraiment valider ce que la personne dit, en dehors des radios, en dehors du temps, en dehors des médicaments qu'elle prend déjà. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais tu prends déjà énormément de choses, ça fait aucun effet, c'est bizarre. Non, la personne, elle nous dit, elle a mal. Donc, voilà, c'est la première étape, c'est vraiment valider l'expérience des douleurs.
Et après, nous devons être prêts à adapter nos styles de communication, non, quand on est face à une personne qui souffre de douleur. Et on va devoir creuser davantage dans les frustrations de la personne, dans la frustration que cette douleur, non, lui procure, et dans les préoccupations de la personne, comment la douleur a un impact, non, sur la vie, mais sur la vie et sur toutes les facettes de la vie. Et on va vraiment aller voir là, qu'est-ce que ça préoccupe, enfin, qu'est-ce qui préoccupe à la personne, non? Parce que nous, on peut peut-être penser que c'est une chose, mais alors peut-être c'est une autre chose complètement différente. Donc, c'est à nous aussi d'aller voir les vraies préoccupations de la personne et établir un contact, enfin, un dialogue, non, avec elle sur ses vraies inquiétudes et travailler là-dessus. Euh, donc voilà, dans une consultation centrée sur les patients, il est essentiel que les patients ne se sentent pas jugés, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent compris, qu'ils sentent que ce qu'il dit il a une valeur, que son expérience de douleur est validée, qu'il peut faire confiance aux cliniciens, que ces cliniciens-là, il est vraiment là pour l'aider, pour les comprendre, pour l'écouter, pour essayer de créer un traitement voilà, les mieux possible pour lui, en fait, et pour arriver aux objectifs, non, de cette personne. Et, euh, et voilà, et que ces traitements, que cette approche soit totalement personnalisée et adaptée, orientée vers la solution, non, vers les solutions. Donc, après aussi, c'est pas si facile non plus pour les cliniciens, qui peut trouver aussi des obstacles, non, à tout ça. Et ça, par exemple, on n'a pas toujours les réponses à toutes les questions des patients. On est toujours un peu frustré par ça. Les patients viennent nous voir et ils pensent qu'ils vont trouver la solution, les questions. Des fois, on n'a pas des questions, on ne sait pas. On ne sait pas, malgré on étudie et qu'on est spécialiste de la douleur, on n'a pas toutes les réponses. Donc, ça peut être très frustrant et pour nous et pour la personne qui vient nous voir et qui a vu déjà, je ne sais pas combien de spécialistes et s'est dit, wow, encore une fois, il n'a pas la réponse. Dans la douleur, il y a énormément de choses qui ont été faites et qui s'étudient encore, mais on n'a pas toutes les réponses. Donc, c'est très frustrant, mais la réalité, elle est là et les choses avancent et voilà, on a l'espoir qu'un jour, on pourra donner toutes les réponses qu'on a envie de donner à nos patients, mais pour l'instant, voilà, il faut être réaliste et accepter qu'il y a des limites à tout ça. Puis, on a aussi un manque de temps. On aimerait rester à parler et à écouter nos patients voilà, on aimerait rester des heures à écouter les patients, mais voilà, on a un manque de temps, on a un temps limité et c'est frustrant aussi, donc voilà, il faut faire avec. On a un manque de confiance, on pense qu'on voilà, n'est peut-être pas à l'auteur, que les patients attendent trop de nous et on n'a pas les capacités peut-être pour répondre à tout, donc voilà, ça peut aussi être un facteur, un obstacle, non, à cette communication. Puis, des fois, on a beaucoup de paperasses à faire, c'est où on travaille, non, on a beaucoup de choses à remplir, beaucoup de papiers à envoyer. Donc, ça peut être aussi un problème. Voilà, il y a des manques d'options disponibles et surtout, des fois, on peut avoir un sentiment d'être limité dans la solution qu'on peut donner. Des fois, aussi, nous, on doit rester humble comme praticien et on doit se limiter, on doit s'adapter à la personne, aux capacités de la personne et pas aspirer à trop parce que des fois, on peut avoir, nous, notre objectif, mais ce n'est pas du tout l'objectif de la personne. Il faut peut-être partager tout ça en mini-objectifs et un mini-objectif, c'est déjà peut-être énorme. Donc, on doit vraiment être conscient que nos objectifs, ce n'est pas les leurs et vraiment savoir lesquels sont les objectifs de ces personnes et comment on peut arriver petit à petit, peut-être en les partageant en mini-objectifs pour arriver au meilleur résultat. Ouais, c'est vraiment un travail main dans la main et c'est pour ça que c'est aussi important de se faire comprendre. Et comme tu disais, la première étape en tant que patient, c'est de voir si le thérapeute en face de nous, ben, il nous croit, il croit dans les douleurs que l'on a. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de voir à quel point est-ce qu'il y a une relation de vraiment, oui, d'accompagnement, de travail main dans la main qui peut être effectué avec ces thérapeutes.
parce que le thérapeute a certaines solutions, il a certaines réponses aux questions que l'on Mhm. a, mais il ne connaît pas tout. Et donc, c'est aussi, ça va être un chemin personnel. Et la personne Tout qui est à en face fait. de nous, le thérapeute à qui on demande de l'aide, va pouvoir nous accompagner, nous aider, nous donner des clés, des outils, des informations pour nous aider sur ce chemin. Mais ça va être à nous Voilà. de faire plein de choses. Donc, voilà, Oui, oui. d'où l'importance de la Voilà. communication. De Mm. l'importance de la communication. Donc, en conclusion, on pourrait dire, donc, pour un peu reprendre tout ce qu'on a dit, que la communication de la douleur n'est pas un processus simple. Mm. Comme on a dit, non, il s'agit d'un échange d'informations complexe et social, où il n'y a pas seulement une personne, plusieurs personnes interviennent dans cette communication. La douleur est toujours inférée, donc puisqu'il s'agit d'une expérience subjective, on va faire des inférences. Donc là, il y a quelque chose de problématique qui peut se présenter. Rien n'est clair. Il y a tout un processus d'analyse et des travaux à faire pour pouvoir comprendre cette douleur. Donc, après la communication de douleur, tout comme la douleur, comme on avait dit tout à l'heure, c'est un processus biopsychosocial où il y a des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui interviennent. Donc, dans cette communication, comme on avait dit tout à l'heure, il y a ces facteurs biopsychosociaux qui impactent aussi la communication. Donc, on doit être conscient de tout ça. Les contextes sociaux, comme tu avais dit tout à l'heure, influencent énormément la douleur, l'expression de la douleur et la communication de la douleur. Des modèles, comme on a dit tout à l'heure, des modèles de théorie de la communication ont été adaptés à la communication de la douleur, aux consultations de la douleur, ce qui est vraiment très intéressant. Et voilà, on a parlé de stigmas, donc de la stigmatisation, sentiment de stigmatisation, on doit être vraiment sensible à ça, on doit vraiment comprendre, nous, comme thérapeutes, comme cliniciens, qu'il y a ce sentiment de stigmatisation et qu'on ne doit pas nous rajouter à tout cela. On doit vraiment comprendre ce qui peut voilà, mener à ces sentiments et essayer justement d'éviter que la personne qui est avec nous qui se sente stigmatisée. Non et puis, voilà, nous devons reconnaître nos obstacles, nos difficultés, nos propres interactions. Nous, en tant que thérapeute, on a des obstacles, donc on doit être aussi sensible à ça. On doit reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on a des moments où on doit dire je ne peux pas peut-être vous aider, ou comment on peut faire justement, aidez-moi aussi à vous aider mieux. Des fois aussi, on peut juste proposer ça et j'arrive à un moment où je ne sais pas comment vous aider. Est-ce que vous pouvez m'aider à avancer avec vous? Voilà. À, à adapter les outils de communication et permettre aux patients toujours de raconter son histoire. Parce que finalement, c'est son histoire qui compte, c'est son histoire qui est au sein des, de toute la communication, non, et la relation. Voilà. Ouais, super. Voilà. Bah, merci Lucia pour tout ça, c'est hyper intéressant cet aspect sur la communication et c'est chouette de voir qu'il y a des outils qui sont développés pour améliorer cette communication entre les thérapeutes et les patients qui est vraiment un challenge. C'est extrêmement difficile. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on espère qu'elle vous a aidé. Si vous souhaitez nous soutenir dans notre mission qui consiste à apporter ces informations au plus grand nombre afin de gagner en autonomie dans la gestion des douleurs et retrouver une bonne qualité de vie, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos proches à qui vous tenez et qui pourrait bénéficier de ces informations. En tout cas, on vous souhaite de bien prendre soin de vous et on vous dit à très vite.